Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Merci d'être là pour ce deuxième Café Philo 2019. Le troisième aura lieu le 8 mars, puisqu'on n'a pas de décalage entre février et mars, comme souvent dans ce calendrier de cette année. Ça sera Bernadette Delorme, qui est une fidèle de notre Café Philo, qui nous parlera du bien-être, mode ou nécessité. Je pense que ça sera tout à fait intéressant et original. Alors, quelques annonces comme nous avons l'habitude de le faire tous les mois. Le 15 février, donc dans 8 jours très exactement, je présenterai à l'auditorium de la médiathèque mon dernier livre, En chemin avec Nietzsche. Donc vous êtes les bienvenus. Je le dédicacerai pour ceux qui veulent le lire, mais on peut simplement venir assister à cette présentation. Donc c'est le 15 février à 18h30. Le 21 février, dans un cycle que je donne chaque année au centre de Bandol, au centre culturel, cette année j'ai choisi de parler des passions positives. L'an dernier j'avais parlé des passions négatives, et je parlerai de la béatitude spinoziste. Donc je parlerai de Spinoza. J'en avais parlé sur l'agora de la Garde il y a 2 ans. Ça avait beaucoup intéressé les gens. Le 22 février, donc à la médiathèque de Sanary, cette fois, mon ami Picano organise un cycle de conférences avec un thème que vous jugerez magnifique comme moi, le grand amour, difficile de faire mieux. Et il m'a demandé de parler du banquet de Platon, donc c'est le vendredi 22 février, 15h, médiathèque de Sanary. Et enfin, comme il faut quand même travailler jusqu'à la fin du mois, le 28 février à 14h30 au Parc Hôtel d'Hyères, dans le cadre de l'UTD, de l'Université du Temps Disponible, je ferai une conférence qui s'appellera Liberté ou nécessité ou le paradoxe de l'art. Et puis j'annonce, je l'avais fait déjà le mois dernier, mais j'y tiens beaucoup, on a notre manifestation Thémar, qui est une manifestation originale que vous connaissez la plupart d'entre vous, où on essaye de faire travailler des plasticiens et des intellectuels au sens large sur la même thématique. Le thème de cette année est crise. On ne pouvait pas mieux choisir notre thème. On l'a choisi il y a plus de 6 mois, ce thème. Bon, on ne pouvait pas être plus dans l'actualité. Et donc, on aura Vincent Cespedes comme invité d'honneur, qui est un très très brillant essayiste que vous connaissez sans doute. Sinon, vous tapez son nom sur Google et Monsieur Google vous dira tout. On aura la pédopsychiatre Nadège Bourvis, qui a beaucoup travaillé avec... je cherche son nom, notre pédopsychiatre célébrissime, Ruffo. Et puis on aura un brillant économiste, Yves de Cardrel, qui a dirigé Valeurs Actuelles, qui a écrit longtemps dans le Figaro. Voilà, donc ça sera une belle après-midi, c'est le 2 mars, c'est dans le hall de Gérard Philippe, c'est tout à fait libre et tout à fait gratuit. Dernier point, avant de vous présenter notre soirée, le menu qui nous attend tout à l'heure après le Café Philo. Ce qui nous attend, c'est une terrine de volaille, une pièce de bœuf, sa garniture, très probablement le gratin dauphinois exceptionnel dont Albert a le secret et dont il ne vous donnera pas la recette même sous la torture, dessert, café et vin compris. Voilà, donc tout à l'heure, si vous voulez, après le discours de Sabrina et avant notre débat, je vous demanderai de lever le doigt pour les personnes qui veulent partager cette troisième mi-temps, en quelque sorte, toujours agréable, où on continue à dialoguer entre nous. Donc je suis très heureux ce soir de recevoir une ancienne étudiante. Ça avait été le cas également au mois de janvier avec Fabienne Nivière. Donc Sabrina, ça a été mon élève en prépa à Dumont-d'Urville. Ensuite, elle est allée faire des études universitaires à Aix, de philosophie. Elle s'est spécialisée sur les sceptiques grecs, c'est un très beau choix, et sur Pyrrhon en particulier. Voilà, elle a travaillé sur Pyrrhon. Et puis ensuite, elle est revenue donc dans le Var pour divers enseignements, intervenante pédagogique, professeure de français à la mission de lutte contre le décrochage scolaire, ce qui est une très belle mission. Elle donne aujourd'hui des cours dans différents lieux de l'agglomération, et je lui ai laissé mon fauteuil, si j'ose dire, à l'UTL de Bandol, parce que je ne pouvais pas tout faire, et donc je suis très très heureux, et je sais que les gens de Bandol sont enchantés de ce qu'elle présente à l'UTL de Bandol. Alors Sabrina, certains d'entre vous l'ont découvert cet été, puisqu'on avait fait, on va recommencer pour la 3e année, ce qu'on a appelé des agoras d'été sur notre esplanade. Donc c'est des très belles soirées, on sert du rosé frais, donc ça a tous les avantages. Ça se passe au mois de juillet. Et donc le thème de l'an dernier, c'était le progrès. Et donc une des 3 agoras, je l'avais confiée à Sabrina, qui avait parlé de progrès et de technique. Et donc l'idée m'est venue de prolonger ce qu'elle nous avait dit ce soir-là, parce qu'elle n'est pas
n'a pas eu le temps d'aller au bout de sa réflexion. Je lui ai dit ce serait une très bonne idée que tu me fasses un café philo sur la technique en 2018-2019. Elle a accepté volontiers et c'est ce que nous allons entendre ce soir. Elle me donnera à un moment donné la parole très brièvement pour vous parler un tout petit peu de Heidegger, mais je serai extrêmement bref et extrêmement simple parce que c'est très compliqué Heidegger. J'ai préparé, vous pourrez venir les prendre si ça vous intéresse, à la fin de Café Philo, un montage de textes. J'en ai préparé assez peu, une quinzaine, une vingtaine, parce que je ne vous veux que du bien, je ne veux pas vous faire mal à la tête et vous gâcher le week-end, donc seuls ceux qui sont particulièrement motivés peuvent venir chercher ces textes totalement illisibles de Heidegger, dont peut-être vous comprendrez 2 ou 3 mots grâce aux explications que je donnerai tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai tout dit et maintenant je vais laisser la parole à Sabrina pour nous évoquer donc la technique, comment penser la technique aujourd'hui, pour repenser la technique aujourd'hui, parce que ce que nous avons sous nos yeux, c'est quelque chose de nouveau. Heidegger a eu le mérite de le dire peut-être le premier très fortement. Il a eu des disciples comme Jonas dont elle va nous parler. Voilà. Donc c'est un sujet majeur, c'est un sujet d'actualité. C'est un grand sujet philosophique et je suis très heureux de lui laisser la parole. Très bien, je te remercie Philippe pour ta bienveillance. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, effectivement, puisque Philippe l'a très très bien présenté, nous allons évoquer la technique, ses dérives et éventuellement proposer des solutions pour une véritable politique publique de responsabilité dans laquelle le citoyen doit s'engager, mais aussi le philosophe qui est peut-être un citoyen comme les autres. Très bien. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la technique fut pour l'homme un atout majeur, un atout constitutif de sa survie, de son savoir et bien évidemment de son confort. Elle consiste fondamentalement en un savoir-faire qui a permis à l'homme de s'adapter à un environnement qui n'était pas toujours prêt à le recevoir. En cela, il apparaît évident qu'elle constituait un moyen, mais nous pourrions nous demander si la technique ne serait pas devenue une fin en soi. La nature a très longtemps été considérée comme une force résolument infinie, étrangère, et l'homme devait tant bien que mal l'appréhender, la transformer, afin d'être en mesure d'y trouver sa place. Sa conscience, et par là même sa créativité, son imagination, ont ouvert la voie à des procédés de fabrication qui devaient dépasser infiniment et indéfiniment ceux opérés par l'animal. En tant que créature consciente, par cette exclusivité qu'est l'esprit, l'homme s'est distancé des choses de la nature qui, comme le dit si bien le philosophe Hegel dans son esthétique, n'existe que d'une seule façon, là où l'homme, parce qu'il est esprit, a 2 existences. Cependant, instaurer une irréductible séparation entre l'homme et la nature n'était-il pas d'emblée annonciateur d'un certain mépris, voire d'une certaine méprise quant au rapport moral de l'homme à la nature? À cause de l'insatiable appétence de l'homme, peut-être aussi à cause de sa démesure, n'aurait-on pas sombré dans une sorte de fuite en avant, tragique et pour la nature, et bien évidemment pour nous-mêmes? Car il faut bien le constater, nier la nature, influer lourdement sur elle en la transformant avec les moyens colossaux qui sont à présent les nôtres, n'est plus sans conséquence. Et l'avidité de l'homo faber, de l'homme qui fabrique, se doit d'être impérativement soumise à l'examen. Cela s'impose car le Prométhée enchaîné semble s'être mué en Prométhée déchaîné, et l'actualité n'a de cesse de démontrer à quel point les périls écologiques et humains demeurent moins imminents qu'effectifs. Par exemple, pour citer l'actualité, au Brésil, très récemment, le 25 janvier, un barrage de déchets miniers s'est rompu. Cette catastrophe n'est pas sans rappeler, comme l'a exposé France Liberté, la fondation Daniel Mitterrand, la rupture du barrage de déchets miniers de la compagnie minière Samarco il y a 3 ans. Cette rupture, si vous vous en souvenez, avait occasionné la plus grande pollution qu'ait connue le Brésil, entraînant la mort du fleuve Rio Doce, et elle a affecté environ 4 millions de personnes qui se sont retrouvées touchées directement ou indirectement par ce que nous pourrions qualifier de crime environnemental. Le peuple autochtone Krenak en a notamment fait les frais, puisque l'approvisionnement en eau, la pêche, l'agriculture en ont terriblement pâti.
Avec la rupture du barrage du 25 janvier, c'est cette fois le peuple autochtone Pataxo qui demeure touché. Le cacique, le chef Krenak, interpelle sur ce qu'il estime être la cause du problème, l'exploitation démesurée de la nature au nom d'un soi-disant développement. Selon lui, la coulée de boue toxique, c'est, je le cite, « la mère nature qui vomit ce que l'homme blanc a fait ». Ces peuples autochtones, nous le voyons bien, sont les victimes d'un système extractiviste, prédateur des ressources naturelles, dont les répercussions sont absolument dramatiques pour les droits humains et pour les écosystèmes. Ici, c'est notamment la législation brésilienne elle-même qui est en cause, puisqu'elle facilite la façon d'agir de ces entreprises. Par exemple, en affaiblissant la FUNAI, c'est-à-dire l'organisme étatique qui est en charge des questions autochtones, et en transférant ses compétences au ministère de l'Agriculture, le gouvernement brésilien semble confirmer sa volonté de livrer les terres autochtones à l'agronégoce. Il est conséquemment légitime de s'interroger sur ce type de société qui, en définitive, semble tout dévaster sur son passage. De manière générale, le problème n'est pas la technique elle-même. Nous savons en quelle mesure elle était nécessaire à assurer la pérennité de l'existence humaine. Mais la difficulté consiste peut-être dans cette notion d'adaptation à la nature, puisque cette adaptation semble désormais surannée, tout du moins partiellement. En effet, le progrès technique, qui demeure exponentiel, a fini par modifier ces instances, c'est bon comme ça, voire les a renversées. Par ses exigences infinies, il ne permet plus à l'homme de s'adapter à la nature, il adapte lui-même la nature à l'homme. Certes, Hannah Arendt nous enseigne que l'homo faber, le créateur de l'artifice humain, a toujours été le destructeur de la nature. En effet, le matériau n'est pas directement offert, contrairement aux fruits, aux légumes, aux champignons que l'on peut cueillir, sans avoir d'incidence sur la nature. Le matériau, lui, a été prélevé de son emplacement initial, soit en mettant un terme à un processus vital, on pense par exemple à l'arbre que l'on va abattre, ou encore à l'animal que l'on va dépecer, ou bien en interrompant un processus naturel. On pense par exemple au fer ou au marbre qui vont être extraits des entrailles de la terre. Il y a donc, selon Arendt, par essence, une violation du vivant premier et originaire, une sorte de violence inhérente au faber technique. Mais on ne saurait toutefois comparer les techniques rudimentaires qui se contentaient de prélever des denrées et des matières premières en laissant la nature se régénérer spontanément, et nos techniques actuelles qui torturent et amenuisent la nature en la recouvrant quasi intégralement. Force est de constater que la conscience humaine et ses exigences infinies ont bouté les mécanismes innés de l'équilibre écologique et que cet équilibre originel n'est plus. Nous ne sommes plus face à une technique qui possède un impact superficiel sur la nature et la technologie occupe aujourd'hui une place centrale dans la vie subjective des fins humaines. Comme s'apprête à vous le démontrer Philippe, c'est ce qu'Heidegger constatait déjà en son temps. La technique moderne agresse et exploite l'environnement qui se retrouve réduit à une vulgaire source d'énergie, réduit à un vulgaire moyen. Pourtant, avant la révolution industrielle, l'agriculture, par exemple, ne faisait pas réellement violence à la terre, le paysan se contentant de suivre le rythme de la nature, le rythme des saisons. Inversement, l'agriculture moderne, machinique et industrielle, possède un impact profond sur elle, et ce n'est plus la même donne. Je vais donc à présent laisser la parole à Philippe, qui va vous exposer les diverses thèses de Martin Heidegger sur la technique. Merci. Merci Sabrina, je mets mon chrono pour essayer d'être vraiment bref. J'aurai du mal, mais je vais y arriver, dans la mesure où Heidegger est le premier philosophe avec lequel j'ai cheminé, ensuite ça a été Nietzsche, mais au temps de mes études, Heidegger était très présent à la faculté de Nice, on avait de très bons heideggeriens, et je me souviens avec émotion que mon premier article en 1973 s'intitulait « Heidegger, penseur de l'époque planétaire ». Vous le retrouverez dans la nouvelle mouture de mon site internet d'ici quelques temps. Alors, très difficile évidemment de parler très
très rapidement de Heidegger. Ce que peut-être on pourrait signaler sur ce plan-là, c'est le caractère très révolutionnaire de la thèse de Heidegger. En 1954, Heidegger publie Die Frage nach den Technik, la question de la technique, qu'on retrouve dans ses essais et conférences. C'est un texte difficile, je vous en ai pris quelques extraits, je le signalais tout à l'heure, mais c'est un texte majeur, c'est sans doute un des plus grands textes. Et moi j'ai toujours considéré que parmi les grandes thèses de Heidegger, ce qu'il nous dit sur la technique, c'est sans doute le cœur, le noyau dur de sa philosophie, et c'est l'apport le plus considérable qu'il nous donne. Alors je vais vous lire quelques phrases simplement de cette question de la technique que je vais commenter très très vite pour essayer d'ouvrir quelques portes simplement et vous donner peut-être envie d'aller un peu plus loin. Heidegger a eu beaucoup de disciples, dont Hans Jonas, dont vous parlera largement Sabrina tout à l'heure. Qu'est-ce que la technique moderne? Elle est un dévoilement. C'est seulement lorsque nous arrêtons notre regard sur ce trait fondamental que ce qu'il y a de nouveau dans la technique moderne se montre à nous. Le dévoilement qui régit la technique moderne ne se déploie pas en une production au sens de la poiesis, la fabrication grecque. Le dévoilement qui régit la technique moderne est une provocation par laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse comme telle être extraite et accumulée. Mais ne peut-on en dire autant du vieux moulin à vent? Non, ses ailes tournent bien au vent et sont livrées directement à son souffle. Mais si le moulin à vent met à notre disposition l'énergie de l'air en mouvement, ce n'est pas pour l'accumuler. Le travail du paysan ne provoque pas la terre cultivable. Quand il sème le grain, il confie la semence aux forces de croissance et il veille à ce qu'elle prospère. Le dévoilement qui régit complètement la technique moderne a le caractère d'une interpellation, stellen en allemand, au sens d'une provocation. Lorsque l'homme est provoqué, il est commis. L'homme ne fait-il pas lui aussi partie du fond et d'une manière encore plus originelle que la nature? Ainsi, la technique moderne en tant que dévoilement qui commet n'est-elle pas un acte purement humain? Cet appel provoquant qui rassemble l'homme autour de la tâche de commettre comme font ceux qui se dévoilent, nous l'appelons l'arraisonnement. Sauf si vous avez fait des études très poussées de philosophie, je pense que vous n'avez rien compris à ce que je viens de lire, et je vais donc essayer de retirer de ce texte deux termes, dévoilement et arraisonnement. Ce qu'il y a de tout à fait fascinant et original dans la thèse de Heidegger, c'est qu'il remet complètement en cause l'idée que la technique a toujours existé. Bien sûr qu'il y a toujours eu des techniques. Il y a toujours eu des outils depuis que l'homme existe, et même ainsi qu'on identifie l'apparition de l'homme, les premières pierres taillées. Donc il y a toujours eu des techniques. Et je me souviens avec un peu d'émotion que lors d'un séminaire que nous avions à Nice avec les professeurs de philosophie, dont beaucoup étaient heideggeriens, également les professeurs de sciences, je me souviens du doyen de la fac de sciences, qui était un très très grand mathématicien, qui s'appelait Dieudonné, ça ne s'oublie pas un nom comme ça, mais c'était pas un très bon philosophe. Et il s'est mis à hurler parce qu'il avait une très grosse voix qui faisait peur à tout le monde en disant « Mais qu'est-ce que c'est ce Heidegger, j'y comprends rien. Moi je vois pas de différence entre un moulin à vent et une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, c'est un moulin à vent amélioré. » Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Une centrale nucléaire, ça n'est pas un moulin à vent. Nous ne sommes plus du tout dans le même registre, nous ne sommes plus dans le même rapport. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idée de dévoilement? C'est l'idée qu'il y a une discontinuité dans les civilisations qui se succèdent et que, par exemple, on va prendre l'exemple de Sabrina, elle a parlé du Brésil, elle a parlé des populations du Brésil, des populations qui vivent dans la forêt amazonienne. Je vous pose la question suivante. Est-ce que vous pensez que si on avait laissé tranquille chez eux, sans jamais entrer en contact avec les Indiens d'Amazonie, tels que Lévi-Strauss les a décrits superbement dans Triste Tropique, par exemple, est-ce que nous avons un seul indice qui nous montre qu'un jour, ces gens-là auraient pris la direction de la technologie moderne? La réponse est non. Catégoriquement non. Il n'y a pas le moindre indice qui montre que cette population était en chemin vers ce que l'Occident, lui, a développé à partir des Grecs et surtout à partir de la Renaissance, c'est-à-dire cette prise en main, cette mathématisation des choses, ce stockage d'énergie, tout ce que nous appelons, non pas les techniques, mais la technique.
Donc la technique est un dévoilement. Que veut dire ce terme un peu barbare? C'est un terme central chez Heidegger. Ça veut dire que les choses, et on ne s'en aperçoit pas parce que très logiquement on regarde les choses et non pas la lumière qui éclaire ces choses, l'idée heideggerienne c'est que périodiquement dans l'histoire des hommes, le monde nous apparaît sous un éclairage différent. On peut employer la métaphore théâtrale un peu quand vous êtes au théâtre. Un projecteur rouge ou bleu ou vert va éclairer la scène et vous allez voir tout autre chose selon, mais vous ne vous retournez pas. Il n'y a que les enfants qui se retournent au cinéma ou au théâtre pour voir d'où vient la lumière. L'adulte regarde la scène. Donc il y a une lumière qui éclaire le réel. Nous ne voyons pas cette lumière, mais nous voyons le réel éclairé par cette lumière et nous pensons que le monde c'est ce réel éclairé par cette lumière. Donc l'homme c'est un être qui est sensible à une lumière qui irradie la réalité et qui va répondre à la façon dont les choses lui apparaissent. Pour l'Indien d'Amazonie, la forêt d'Amazonie a des caractéristiques, elle lui apparaît comme étant sacrée, comme étant pleine d'esprit, de Dieu, etc., etc., et il agit en fonction de cela. Donc la lumière dans laquelle les choses nous apparaissent déclenche des comportements de la part des hommes, déclenche des conduites. Les heideggeriens italiens ont utilisé aussi de belles métaphores. Je parlais tout à l'heure du cycle sur l'amour à Sanari. Ils ont utilisé la métaphore amoureuse, la très belle métaphore du coup de foudre. Qu'est-ce qui se passe quand vous éprouvez, j'espère que ça vous est arrivé, c'est quand même très agréable, un coup de foudre extraordinaire. Tout d'un coup, le monde change. Bon, il y a une personne à laquelle vous n'aviez pas prêté attention, dont vous ignorez l'existence en tout cas, qui tout d'un coup vous fascine, vous semble fondamentale pour votre existence, vous la regardez, tout change, le monde est beau, une lumière nouvelle éclaire toutes les choses, c'est le monde entier qui s'est transformé à partir de ce moment-là. Ben ça éclaire un petit peu l'idée de dévoilement chez Heidegger. À raisonnement ensuite, eh bien effectivement, depuis les Grecs, mais surtout depuis la Renaissance, le monde nous est apparu, c'est pas nous qui l'avons décidé. Donc il y a presque un système de disculpation chez Heidegger. On verra que c'est plus compliqué après chez ses disciples comme Jonas. Mais le monde nous est apparu comme étant un monde à maîtriser. C'est pas nous qui avons décidé la maîtrise. C'est le monde qui nous est apparu comme quelque chose à maîtriser. Tout commence avec l'allégorie de la caverne de Platon sur laquelle Heidegger avait écrit un sublime commentaire dans les années 30. Le monde nous apparaît effectivement, prenons l'exemple de la rose. La rose nous apparaît non pas comme étant une image, mais comme étant une formule mathématique. Et on peut dire qu'à partir de Platon, la rose, ce n'est pas la fleur que nous avons sous les yeux, c'est la formule chimique de la rose. À partir du méchant Platon, la rose, c'est Erwick. Voilà, je simplifie un peu, mais à peine. Donc, nous sommes en chemin vers un rapport de domination, d'arraisonnement que nous n'avons pas décidé, qui s'est imposé à nous, ce qui, d'une certaine manière, nous disculpe. Alors on va dire, mais du même coup, pourquoi s'inquiéter? Nous n'avons pas décidé, on voyait le monde sous une certaine lumière, on s'est mis à voir le monde dans un autre éclairage. Eh bien, attendons que les choses s'arrangent et qu'une nouvelle lumière apparaisse. Parce que nous sommes, comme dit Heidegger, dans une formule énigmatique, les bergers de l'être. C'est-à-dire que c'est seulement pour nous que cette lumière surgit et éclaire le réel. Les animaux, on peut le penser, le moustique qui vit depuis 500 millions d'années ne sait pas que Van Gogh a existé et qu'il y a des centrales nucléaires. Il est toujours dans le même environnement que celui qu'il a connu depuis son apparition sur la planète. Alors quel est le danger? Le danger, c'est que, Heidegger l'a dit dans les formules que j'ai citées tout à l'heure, cet arraisonnement s'attaque à l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même qui devient aussi mathématisable. On peut le mettre en équation, c'est tous les rêves aujourd'hui du transhumanisme. Donc il n'y a pas un homme qui domine la nature. Le fantasme pour Heidegger, c'est de croire que nous dominons la nature et que nous décidons de la maîtriser. Nous répondons à un appel, et cet appel, il se retourne en quelque sorte contre nous, puisque c'est nous-mêmes qui apparaissons comme la chose à maîtriser et la chose à dominer. Et donc Heidegger a cette formule, et je vais m'arrêter par là pour respecter mon temps de parole. Heidegger dit magnifiquement, l'homme est le fonctionnaire de la technique. Ça, il y avait une seule formule à retenir ce soir, dans ma présentation d'Heidegger, c'est celle-là. Le fonctionnaire de la technique. Nous sommes, alors ça, à la fois ça nous grandit et ça nous rabaisse, et Heidegger joue merveilleusement sur les deux registres, nous sommes aux ordres d'une lumière dans laquelle le monde nous est apparu, nous répondons à cet appel de l'être qui s'appelle la technique. Il faut que nous gardions la capacité, un jour, et c'est ça qui surprend quand on lit Heidegger. Heidegger est persuadé, et beaucoup se sont éloignés de lui à cause de cette certitude qu'il a développée et qu'il n'a jamais quittée tout au long de sa vie. Heidegger est persuadé que
et ce qui est logique de sa part, vous me l'accorderez, si nous sommes rentrés dans la technique, ce qui ne peut être défendu comme thèse que si je fais la différence entre la technique et les techniques, si nous sommes rentrés à un moment donné dans un rapport technique au monde, nous pourrions sortir de ce rapport pour rentrer dans un rapport de monde dont aucun d'entre nous n'a la moindre idée aujourd'hui, mais qui serait aussi différent de ce rapport que nous avons aujourd'hui au monde, aux objets, que la technique est différente du rapport au monde des Indiens d'Amazonie. Donc voilà l'idée heideggerienne, à la fois inquiétante et très positive. Il y a une sortie possible. Et Heidegger a eu le mérite d'être le premier à nous alerter sur les dangers qui pèsent, bien sûr, sur la nature. Donc c'est une métaphysique, la technique est une métaphysique achevée, dit Heidegger, c'est-à-dire que notre rapport à la technique, ce n'est pas les objets qui doivent nous inquiéter, c'est ce qui anime la fabrication des objets et la finalité de ces objets. Ce qui doit nous inquiéter, c'est ce rapport même au monde dans lequel nous nous sommes installés et l'urgence de trouver une autre voie, une autre issue, d'écouter ce que Heidegger appelle en termes un peu mystiques, un nouvel appel de l'être. Voilà, donc il y aura quelques textes à votre disposition tout à l'heure pour les plus courageux d'entre vous. Je viens de réussir un exploit qui, je vais demander impérativement qu'on l'inscrive dans le Guinness Book. Je vous ai expliqué Heidegger en 11 minutes 44. Merci de m'applaudir. Sabrina, c'est à toi. Très bien, je te remercie Philippe. Merci encore pour cet exposé. Même moi, j'ai réussi à bien comprendre Heidegger grâce à toi un peu plus ce soir. Donc pour en revenir à notre thème du jour qui est penser la technique, effectivement, il s'agit de prendre des mesures nécessaires pour penser, voire pour repenser cette fameuse technique. En effet, le renversement du rapport de force entre la technique et la nature fait désormais de l'homme le plus grand danger pour la nature, mais aussi le plus grand danger pour lui-même. Il ne s'agit plus de sauver l'homme des griffes d'une nature opaque et hostile, mais plutôt de sauver la nature et l'humanité de la raison déraisonnable, j'ai envie de dire, de l'homme. Et plus que jamais, nous devons résister à la tentation de porter un regard candide et aveuglément unilatéral sur cette évolution que l'on nomme progrès, de manière peut-être un peu trop améliorative, et dont d'ailleurs l'ascension n'a souvent rien ou pas grand-chose d'éthique ou d'humaniste. À l'issue des 2 guerres mondiales, par exemple, nous avions pourtant appris, je recommence, à nous défaire de certaines utopies. Quand le progrès technique nous amène des armes de destruction massive, quand la raison est mise sciemment au service de l'extermination de plusieurs populations, cela modère quelque peu l'optimisme conquérant d'un Descartes qui voyait dans l'infinité d'artifices un moyen de triompher des maladies et de la sénescence dans une perspective qui pouvait, je dis bien qui pouvait, apparaître humaniste. Le progrès humain, aujourd'hui, semble plus que jamais, et c'est un paradoxe, déshumanisé, d'autant que le citoyen semble avoir été renvoyé à la sphère du privé et n'est plus en mesure d'influer sur le développement des techniques. On encourt donc un risque. Ce risque, c'est que les grandes orientations socio-économiques ne soient plus véritablement influencées par le peuple, mais plutôt par des techniciens qui circonscrivent eux-mêmes la politique à ce qui est possible et à ce qui ne l'est pas. Par exemple, le gouvernement Macron vient de renoncer à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre de la France. Ce gouvernement, notre gouvernement, s'apprête donc à supprimer un objectif majeur de la politique énergétique et climatique française, un objectif qui était pourtant inscrit dans la loi depuis les années 2000. Il n'y aura donc, si on schématise, plus besoin de réduire la consommation d'énergie et nous pourrons émettre des gaz à effet de serre à foison à la seule condition d'atteindre ce que l'on appelle la neutralité carbone. Or, il ne semble pas que nous ayons été consultés sur ce point, ni vous, ni moi. On voit bien donc que les décisions sont prises sans nous. Certes, le peuple ratifie par son vote, mais les décisions en elles-mêmes ne proviennent pas du citoyen. Il n'y a pas de référendum qui nous permette de décider de tout cela. Ainsi, ce progrès technique dont nous étions initialement les auteurs
nous pourrions nous demander si nous n'en sommes pas plutôt devenus les acteurs. Et cela crée malgré tout un distinguo. L'homme aux commandes a inventé la technique, mais il semble que de nos jours, ce soit plutôt la technique qui invente l'homme, ou qui du moins le réinvente d'après des modalités qu'il convient de soumettre à l'examen. La technique, qui était auparavant un instrument au service de l'homme, a inversé encore une fois les données, et il semble que ce soit l'homme qui soit devenu un moyen, c'est-à-dire un instrument au service de la technique. Un petit peu comme si, en objectivant le monde, l'homme s'était objectivé lui-même. On peut quand même se demander, était-ce là ce que nous devions attendre, ce que nous pouvions attendre du progrès ? Devenir nous-mêmes de simples moyens ? Un écrivain polonais qui s'appelle Stanisław Jerzilek a eu dans un de ses écrits une phrase que je qualifierais de terrifiante. Je cite, Jerzilek écrit « La technique atteindra un tel niveau de perfection que l'homme pourra se passer de lui-même. » Et nous constatons bien que l'être, recouvert de plus en plus par une technique qui se substitue à lui, semble s'effacer et disparaître peu à peu. En ce sens, cette notion de disparition peut et doit nous interpeller. Alan Weissman, qui est un journaliste américain, a publié d'ailleurs un excellent livre qui a pour titre « Homo disparitus ». Il se base dans cet ouvrage sur l'hypothèse d'une disparition brutale de l'espèce humaine et s'intéresse, en s'appuyant sur des exemples concrets, réels, à l'impact durable de l'humanité sur notre planète et sur tous les écosystèmes. Il évoque notamment le continent plastique. Je pense que vous en avez tous malheureusement entendu parler. Il est parfois surnommé le 7e continent ou encore le 8e continent. Il s'agit, pour ceux qui ne le sauraient pas, d'un vortex de déchets du Pacifique Nord qui s'étend sur 1,6 million de kilomètres carrés, ce qui nous donne 3 fois la superficie de la France. C'est impressionnant. Il est encore plus large et étendu que ce que l'on aurait imaginé. Il contient au moins, accrochez-vous, 1800 milliards de déchets plastiques. Avant, les débris organiques qui s'y accumulaient subissaient une biodégradation. Mais les activités humaines y amènent désormais des débris qui ne sont pas biodégradables. Des plastiques, des polymères, donc des débris de bateaux. Les matières plastiques, qui sont pour la plupart des polyéthylènes, sont photodégradées extrêmement lentement et conduisent à la production de déchets polluants qui demeurent absolument nocifs au milieu marin. J'ai envie de vous dire qu'ici, nous sommes véritablement face à la dérive dans tous les sens du terme, au sens propre comme au sens figuré. Dérive physique sensible, horreur de la dérive technocratique. Hans Jonas l'a constaté, les promesses des technosciences modernes se sont aujourd'hui inversées en menaces et c'est la perpétuation de l'humanité qui se trouve remise en cause. Ces techniques contemporaines, qui ont pour fonction de nous rendre plus savants, plus conscients, plus aware, on s'en rend bien compte, provoquent parallèlement l'affaiblissement de certaines capacités physiques et intellectuelles. De même, en donnant peut-être l'impression de nous libérer dans le monde du travail, mais aussi dans notre vie privée, ces nouvelles techniques provoquent malgré tout de nouvelles formes d'asservissement, de nouvelles formes d'aliénation. De même que l'intervention technique de l'homme sur la nature semble avoir pour conséquence d'épuiser celle-ci. Ainsi, la dignité humaine se trouve grandement menacée. Et les menaces, comme nous venons de l'évoquer, demeurent plurielles. On peut citer naturellement la détérioration de l'environnement, la machinisation du travail ou encore la modification des déterminismes génétiques originaires. L'être humain, nous dit Jonas, sera assuré de la dignité à la seule condition qu'il inscrive activement la responsabilité au sein même de sa conduite. Ces enjeux sont d'ailleurs proches de ceux que Philippe avait développés cet été dans le cadre des Agoras d'été, puisque Philippe était parti de l'assertion saisissante d'Hannah Arendt « Il est contraire à la dignité humaine de croire au progrès ». Dans le U-turn
que constitue notre époque, il relève du devoir de la philosophie, selon Jonas, de repenser le dialogue avec la nature, puisque repenser la technique exige en amont de repenser l'homme et de repenser la nature, et de nous reconsidérer face à cette dernière, et je dirais même plus à l'intérieur du tout que compose cette dernière. Nous devons impérativement prendre en compte notre appartenance à ce tout que constitue le monde dans ce que j'appellerais une approche holistique. En effet, à partir du moment où nous comprendrons l'homme comme inséparable du tout qu'est l'univers, il deviendra évident et limpide, que faire violence au vivant, cela revient en définitive à se faire violence à soi-même. Jonas, lui, va placer la notion de responsabilité au cœur même de sa futurologie. La responsabilité, c'est une notion bien connue de l'humanisme traditionnel. Parmi ses fervents défenseurs du XXe siècle, en France, on pense notamment à Sartre ou encore à Alain. Mais Jonas a peut-être, le terme est peut-être mal choisi, mais le réalisme, ou du moins le pragmatisme, d'articuler cette notion de responsabilité à la modernité et aux enjeux sociaux, écologiques et moraux de nos temps plus qu'incertains. Car Jonas l'a bien compris, à l'instar d'autres penseurs du XXe siècle, comme Hannah Arendt, comme Simone Weil, comme Heidegger et tant d'autres, que la culture la plus avancée pouvait malgré tout contenir en son sein la barbarie la plus ignoble et la plus terrassante. Nous devons donc, selon Jonas, nous diriger vers une pensée certes spéculative, mais que nous éprouverons empiriquement en mettant les hypothèses à l'épreuve de situations concrètes et effectives. C'est un petit peu la méthode expérimentale si chère à Claude Bernard que l'on appliquerait à la philosophie, à la politique ou encore à l'écologie. La futurologie que propose de mettre en place Jonas demeure un avertissement essentiel qui s'appuie notamment sur ce que Jonas appelle l'heuristique de la peur. Mais cette heuristique de la peur ne doit pas résonner comme une forme de catastrophisme sclérosant, comme une peur qui nous paralyserait et qui nous rendrait justement fatalistes et passifs, mais plutôt comme une étape nécessaire à une prise de conscience à la fois individuelle et collective. Cette futurologie se propose tout simplement d'évaluer les conséquences de nos actions, ou même les conséquences de notre passivité, à longue portée pour les générations à venir, car, vous l'avez bien compris, il peut survenir, le meilleur comme le pire des grandes révolutions technologiques. Plus que jamais, face aux mutations qui s'annoncent et qui s'amorcent, il faut dresser les critères d'une évaluation qui serait impartiale et objective. De toute manière, on ne gagnera strictement rien à jouer les docteurs Frankenstein ou à jouer les apprentis sorciers au détriment de la morale, hormis à entraîner la corruption, voire la mort, dans notre sillage. Pour Jonas et pour d'autres de ses contemporains, Hiroshima a par là constitué un événement décisif qui autorisait malheureusement à envisager la tragique et anxiogène perspective d'un auto-anéantissement collectif. Après ce tournant, on a conséquemment assisté à une critique philosophique de la technique, critique passionnée et peut-être même encline aux yeux de certains à une forme de dramatisation. Mais lorsque Gunther Anders, dans son ouvrage « L'obsolescence de l'homme », nous enseigne que, je le cite, « c'est en tant que mort en sursis que nous existons désormais, et c'est vraiment la première fois », nous pouvons nous demander si nous sommes ici face à une hyperbole, à une simple figure rhétorique, ou si nous ne sommes pas face à l'affligeante réalité. Les technosciences modernes, comme nous le savons, soulèvent des dilemmes inédits, car une complexité toujours croissante y a été introduite. Comme l'avait noté Jacques Ellul, qui est un sociologue et professeur de droit qui s'est intéressé de près à la relation progrès technique, aliénation, la science est désormais devenue un moyen pour la technique. La science est désormais devenue un moyen pour la technique. Vous l'avez constaté, nous sommes encore exposés ici à un renversement pernicieux qui bouleverse les catégories morales traditionnelles, et tout ceci demande à être impérativement examiné, réexaminé par la philosophie.
Les enjeux environnementaux, par exemple, nous renvoient à une question bien connue de la philo. Ce n'est rien d'autre que la question de la relation entre l'homme et la nature, voire la question de la relation entre l'esprit et la matière, des questions qui sont d'ailleurs au cœur des enjeux du programme de l'année de terminale, ce qui à mon sens est une bonne chose. Or, si nous reprenons cette idée d'un homme en sursis, tel que nous le décrit Gunther Enders, nous pensons certes, bien évidemment, à la menace constituée par la technique, mais une autre épée de Damoclès penche au-dessus de nous, c'est la nature elle-même, qui pourrait bien, comme le veut l'expression, et je le dis de manière très triviale, reprendre ses droits en décidant tout à coup de secouer ses puces. C'est prosaïque, mais c'est une éventualité. Rien n'indique, de toute manière, que la nature supportera indéfiniment l'esprit qu'elle a fait naître en son sein et qu'elle regretterait peut-être d'avoir mis au monde si elle était capable d'opérer un retour sur elle-même et de se contempler elle-même. Jonas l'écrit. Il écrit la chose suivante: « La nature ne pouvait pas prendre de risque plus grand que de laisser naître l'homme. Dans l'homme, la nature s'est perturbée elle-même. » On peut donc se demander si la nature consentira à subir ad vitam aeternam ces tournants que nous lui infligeons et qui lui nuisent. Pour que la nature tolère l'homme, ce dernier doit s'apercevoir à temps, dès à présent, que la nature, elle, poussée dans ses retranchements, ne le tolère peut-être plus. Parvenir à la subsistance des humains sur la Terre ne nous autorise en aucune manière à nous rendre inhumains. Et il serait aussi absurde que paradoxal de tuer notre humanité dans le seul but de la préserver. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, nous sommes bien d'accord, on ne va pas tomber dans le passéisme stérile. Il est impossible de faire sans la technique et de revenir sur nos pas. Mais il est malgré tout dans nos possibilités d'élaborer une philosophie pratique et constructive qui parvienne à mettre la technique au service de la nature et de l'homme sans pour autant être taxé d'ennemi du progrès ou de réactionnaire. Jonas, en ce sens, a parfois été mal compris et on l'a perçu comme un ennemi du progrès technique. Il a souvent été accusé d'être hostile à la technique et récalcitrant au progrès. Mais c'est faux, c'est absolument faux. Jonas a simplement vu la nécessité de faire progresser le progrès, si je puis dire, afin de trouver des remèdes aux dégâts que ce progrès avait précédemment causés. Si on considère l'homme en tant que force œuvrant pour son maintien, on remarque que l'esprit a été systématiquement mis au service du corps pour satisfaire ses besoins et qu'il a, pour ce faire, c'était bien normal, puisé ses solutions dans la nature. Or, en restant au service du corps, avec les moyens titanesques qui sont désormais les nôtres, l'esprit ne peut que malmener la nature et il la malmène d'autant plus que les progrès vont faire naître de nouveaux besoins, besoins qu'il faudra de nouveau combler, et ainsi de suite. Exactement, fuite en avant, tonneau de Danaïde. De même, le corps n'est pas le seul à posséder des besoins, puisque nous sommes des créatures conscientes. L'esprit possède aussi ses propres besoins, des besoins qui peuvent certes apparaître plus nobles, plus hauts, mais qui consomment et consument eux aussi une quantité faramineuse d'énergie. Comme le dit Jonas, l'esprit a fait de l'homme la plus vorace des créatures. Et la domination de l'esprit sur le reste du monde doit impérativement cesser de se faire au détriment de la nature. Jonas, dans cette voie, ne demande pas grand-chose finalement. Il se borne très humblement à une seule doléance. Jonas demande que la technique et la recherche soient pratiquées dans un cadre éthique prédéfini et sous des conditions contrôlées, de manière à ce qu'elles ne menacent pas d'inhiber la permanence ontologique du vivant. Et cela passe, selon lui, par la mise en place d'une nouvelle éthique de la responsabilité, les catégories morales classiques étant devenues caduques. En ce sens, peut-être d'ailleurs que ce terme de double existence
proposé par Hegel est à revoir, car le terme de double pourrait être ambigu en instaurant implicitement un genre de dichotomie, une dualité, un petit peu comme lorsque nous parlons d'une double personnalité. Le biologique et le spirituel, en l'homme, ne doivent pas être conçus comme superposés ou superposables, mais plutôt comme fondus en un. C'est ce que propose Hans Jonas, une réinterprétation globale de l'être à travers la mise en place d'une philosophie nouvelle de la nature, un domaine de la philo qui, selon lui, a été déserté depuis des décennies. L'homme doit en fait prendre en compte qu'il n'est pas une partie sécable du tout. Il doit cesser de se considérer comme un atome isolé du reste du vivant, et peut-être même comme un atome supérieur au reste du vivant, et comprendre en quelle mesure il participe du tout, et surtout en quelle mesure il peut contribuer à maintenir pérenne l'harmonie de ce tout. Cette idée de tout, vous l'aurez compris, correspond à une vision, à une conception holistique du monde. On sait d'ailleurs à quel point Jonas a pu être influencé par un autre philosophe qui s'appelle Arne Naess, un philosophe norvégien qui est notamment le fondateur de ce qui s'appelle le courant de l'écologie profonde. Il s'agit d'un courant de l'écologisme qui refuse catégoriquement une vision anthropocentrique de l'écologie et qui se distingue de ce que l'on nomme l'écologie de surface. Tandis que l'écologie de surface va avoir tendance à attaquer des effets, des phénomènes, par exemple la pollution, l'économie profonde, elle, va remonter aux causes et, par exemple, attaquer les valeurs constitutives du mode de production qui ont justement occasionné les dégâts environnementaux eux-mêmes. Alors, les positions d'Arne Naess sont radicales, il faut le dire. Il a d'ailleurs été violemment critiqué par Luc Ferry dans son essai « Le nouvel ordre écologique ». Luc Ferry y a vu un courant radical, ce n'est pas faux, une sorte de fascisme écolo, mais en dépit du caractère peut-être extrême et parfois discutable des idées d'Arne Naess, on peut lui reconnaître ce mérite d'être sorti de la conception anthropocentrique. L'homme ne doit plus se contenter de se sauver lui-même, puisqu'il n'existe pas en tant que partie isolable du tout. Il doit protéger l'intégralité du vivant et ne plus se voir, encore une fois, à part. C'est cette idée que l'on retrouve, entre autres, dans la pensée de Jonas. Faisons dès lors, comme le voulait Pascal, un bon usage de la raison et, je le cite, travaillons à bien penser. Avoir conscience qu'il est mortel constitue pour l'homme une grande part de sa dignité. Mais il apparaît évident que cette dignité ne prendra tout son sens que si l'homme prend aussi conscience que la nature autour de lui est elle-même mortelle. Si la conscience a permis à l'homme de transformer la nature et de se transformer lui-même, il demeure sans doute tout aussi capable de s'arrêter dans sa course frénétique pour prendre le temps de se contempler, de contempler la nature et de comprendre sa responsabilité dans le maintien de l'ensemble qu'est le monde. Dans son ouvrage que vous avez peut-être lu et qui s'appelle « La France contre les robots », l'écrivain Georges Bernanos affirme qu'un monde gagné pour la technique demeure perdu pour la liberté. Alors, si nous souhaitons conserver dignité et autonomie, si nous souhaitons conserver ce que Bernanos appelle notre vie intérieure et notre liberté, toutes les sciences de la nature et de l'homme doivent impérativement conjuguer leurs efforts pour dresser un bilan de la planète avec des propositions qui favoriseront équitablement le vivant. Nous connaissons tous cette formule lapidaire de Jean-Paul Sartre « Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation ». Or, plus que jamais, dans un monde grandement soumis aux décrets des technocrates, nous restons malgré tout libres de décider de notre avenir. Changer raisonnablement, ou bien persister aveuglément. Mais dans tous les cas, nous devrons prendre nos responsabilités. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci. Un grand merci Sabrina pour
exposé extrêmement riche. Avant qu'on attaque notre débat, comme chaque mois, je vais demander aux personnes qui veulent prolonger la soirée autour de la table, toujours bien servie de l'auberge provençale, de lever le doigt pour qu'on puisse vous dénombrer et prévenir les cuisines de l'auberge. Merci de lever le doigt et de laisser votre main levée quelques secondes pour qu'on puisse vous dénombrer. C'est bon, Brigitte? Merci de remplir cette mission importante. Bien, donc on a beaucoup de perspectives qui ont été ouvertes par Sabrina, extrêmement intéressantes, beaucoup de références à Jonas qui se considère à certains égards comme un disciple de ce que Heidegger avait développé sur la technique. Donc il y a beaucoup de portes qui ont été ouvertes. La deep écologie, effectivement, pose question, et en même temps, elle est dans la... Pardon? Oui, si quelqu'un veut encore une boisson, hein, le bar, entre guillemets, est ouvert pendant tout le temps du débat. Donc oui, la deep écologie fait un petit peu problème parce qu'elle a connu des dérives un tout petit peu inquiétantes. Aux États-Unis en particulier, et tu as employé des formules qui vont un peu dans ce sens, c'est-à-dire que à la limite, on va se dire, mais si effectivement il y a une créature qui vraiment fait problème et menace carrément la planète, il vaudrait mieux qu'elle disparaisse, et il vaudrait bien, peut-être mieux, l'aider même à disparaître. Certains sont allés jusqu'à comparer l'humanité à une sorte d'eczéma sur la peau de notre belle planète. C'est les fameuses théories de Gaïa dont vous avez entendu parler, de l'overlock. Donc voilà, il y a évidemment des dangers. Il faut, je dis en quelques mots déjà quelle est ma position, tant pis pour le suspense de la soirée. Je suis tout à fait d'accord avec Sabrina pour dire qu'il y a urgence à prendre des positions très fortes et très fermes sur ces questions avant qu'il ne soit trop tard. Donc il faut à la fois lutter de toutes nos forces contre l'anthropocentrisme, arrêtons de nous considérer comme le centre du monde, le centre de la planète, et la philosophie a été un remarquable chemin sur ce décentrement. Elle nous a apporté des arguments majeurs et des réflexions sublimes sur ce sujet. Mais en même temps, essayons de ne pas nous auto-effacer non plus. Tu as cité Gunther Anders. Essayons de ne pas nous éliminer nous-mêmes. Voilà, le chemin est étroit. On est sur le fil du rasoir entre ceux qui continuent à considérer qu'on est la créature centrale et que tout doit être à notre service, et ceux qui baissent les bras au point de vouloir peut-être la disparition de l'humanité. Voilà, c'est entre ces deux extrêmes, entre Charybde et Scylla, que nous devons cheminer, comme presque toujours dans l'histoire des civilisations. Voilà, la parole est à vous. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions à poser, et de remarques et de réactions par rapport au discours de Sabrina, ou peut-être par rapport à ce que j'ai dit aussi sur Heidegger. Voilà, n'hésitez pas, je pense que c'est les sujets qui nous intéressent tous. Jean-Michel, tu veux pas? Merci pour cet exposé qui forcément ne peut que faire réagir parce qu'il nous secoue. En même temps, je réalise bien combien l'homme est quelqu'un peut-être de schizophrène. On est tous d'accord que quand on voit surtout en ce moment dans le contexte, quand on nous parle d'augmenter de quelques centimes notre carburant, il y en a qui vont monter au créneau tout de suite, ça dure depuis 3 mois maintenant. On veut tous défendre un pouvoir d'achat qui nous permette de consommer. Donc on est très exigeant sur ça, et en même temps on est 80% aussi à dire on veut être plus écologique. Donc je crois qu'on ne changera pas la nature de l'homme de ce point de vue-là, et il y a tout un mécanisme au-delà de la philosophie que forcément et moralement je ne peux que partager. Je suis obligé de dire à un moment, la question réelle, c'est est-ce qu'on arrivera à rendre conciliable un système économique viable pour l'homme, qui a le droit de se reposer avant de mourir quelques années en retraite, il faudra quand même le financer, donc on est passé déjà à 6 milliards, peut-être 7 milliards, on sera peut-être 15 milliards dans 30, dans 40 ans, je ne sais pas. C'est évident que la ressource ne suivra pas. Ceci dit, je ne suis quand même pas complètement pessimiste. Je pense que l'industrie travaille, mais pas forcément à la vitesse où on voudrait, avoir du résultat tout de suite en claquant des doigts, pour trouver des solutions. Et ça ne marchera l'écologie. J'ai toujours dit que quand une solution peut être pérennisée parce qu'elle est rentable et qu'elle a un débouché réel qu'on peut payer, si c'est pour la payer 2 fois plus cher, on voit bien le problème.
aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour avoir une voiture électrique, à condition qu'effectivement l'empreinte écologique de cette voiture, en réalité, ne soit pas négative, ce qu'avait l'air de signaler M. Tavares, le PDG de Peugeot, qu'on ne se retrouve pas avec des masses de gasoil qu'on n'utilise pas parce qu'on se contente de prélever dans la cuve en distillant, il en reste la moitié qu'on ne consomme pas, et qu'est-ce qu'on fait? On le jette pour supprimer le gasoil. Tout ça, c'est très bien. Mais la vraie solution ne peut marcher que quand on met au point une solution économique viable. Les sacs plastiques, c'est des petits exemples qui sont marginaux par rapport à tous les problèmes qu'on a, mais on a des sacs qui maintenant vont pouvoir s'autodétruire beaucoup plus rapidement que ceux qui duraient 400 ou 500 ans dans les grandes surfaces. C'est un progrès, ça va se généraliser dans le pays, mais il ne faut pas être hypocrite. Nous, on a perdu beaucoup d'industrie en Europe pour la refiler dans les pays asiatiques. Nous, on a mis des normes au point, des normes ISO 9000, ISO 14000 pour l'environnement, etc., pour produire, et des écolabels qui sont, effectivement, il y a le signe bleu, il y en a d'autres dans d'autres pays, mais les Chinois, par exemple, ou les Indiens ne sont pas concernés par ces labels-là, ils ne le respectent pas forcément. Donc si on leur demande de produire dans les mêmes conditions, effectivement, on va payer aussi plus cher. Il y aura le transport en plus, et petit à petit, effectivement, même s'ils ont une main-d'œuvre pas chère, ils vont monter progressivement. Donc est-ce qu'on est prêt à payer plus cher ? Alors qu'on est en train de pleurer et de se bagarrer pour des histoires de pouvoir d'achat. On est très contradictoire et la solution ne peut qu'être économique. Si je vous pose la question, comment vous faites pour décélérer et rendre viable, pas perdre de retraite à un moment où on augmente l'homme? On en a parlé avec Claude Césari, que tu as invité et que j'ai reçu moi aussi. On est tous d'accord, on a envie de vivre plus vieux et en meilleure santé. Mais vivre jusqu'à 130 ans, peut-être 150 ans plus tard et ainsi de suite. Il y a même des projets des GAFA pour l'éternité, on n'en est pas là, mais ça pose d'autres problèmes. On va prendre la retraite à 95 ans. On va vivre comment? Tout ça, ça a un coût. C'est merveilleux au niveau progrès, mais tout ça est contradictoire et dans nos envies. C'est là que je dis on est schizophrène. C'est pas simple à résoudre, je reconnais. Donc ça, c'est le discours du chef d'entreprise que nous attendions et qui était nécessaire pour nous ramener un peu dans la réalité. Alors, est-ce que tu veux réagir, Sabrina, par rapport à cette dimension économique? Tu vas me laisser répondre? Oh là là. Non, je pense que on est effectivement devant la croisée des chemins. Soit effectivement on décide qu'on peut corriger les aspects les plus négatifs du système de telle façon que ces correctifs soient compatibles avec ce à quoi nous sommes habitués, une économie de marché qui aujourd'hui semble avoir remporté le combat définitivement sur les économies centralisées ou sur les systèmes, disons, totalitaires au sens le plus large du terme. Donc, soit effectivement nous essayons d'apporter des correctifs pour essayer de ralentir l'effondrement. L'effondrement, c'est ce dont je parlerai de Marseille. Vous savez qu'il y a une science qui est apparue il y a quelques années qu'on appelle la collapsologie, qui est tout à fait passionnante. Il y avait une double page dans Le Monde il y a 2 jours sur le sujet. La collapsologie, c'est la science de l'effondrement, enfin science entre guillemets. Donc vous avez des chercheurs très sérieux qui annoncent un effondrement complet de la civilisation parce que effectivement tous les éléments de notre civilisation se tiennent aujourd'hui, sont liés les uns aux autres, et que si on ne règle pas le problème écologique, on ne réglera pas le problème économique, on ne réglera pas le problème démographique, on ne réglera pas, et ainsi de suite. Donc il y a des réactions en chaîne qui sont telles que s'il y a un dérèglement majeur dans un de ces secteurs, c'est l'ensemble qui va dégringoler comme un château de cartes. Bon, alors on n'est pas obligé d'être d'accord avec un tel discours, mais c'est tout à fait important. Donc il y a effectivement une voie qui est celle que Jean-Michel vient de développer, qui est très respectable et peut-être qui est la voie la plus raisonnable, qui consisterait à dire on peut apporter des correctifs. Vous voyez, on est dans un vieux débat au fond, qui a été un débat politique de ma jeunesse et de ceux qui sont de ma génération, c'est le débat réforme-révolution. C'est un peu ça. Est-ce qu'on peut réformer notre système de production, notre système industriel, notre système économique, de telle façon qu'on écarte les dérives les plus dangereuses, les dégâts les plus considérables, ou est-ce qu'il faut modifier de fond en comble notre façon de voir? Et c'est là que Heidegger, dont j'ai parlé, redevient très très intéressant. Et il se pourrait bien que nous avons déjà dépassé, c'est ce que j'ai lu dans le bouquin de Diamande et dans les livres que j'ai lus sur l'effondrement, pour préparer mon petit exposé du 2 mars, il se pourrait bien qu'on a dépassé le stade, le moment où des réformes étaient possibles. Je dis bien, je parle au conditionnel. Hein. Il se pourrait qu'on a dépassé. C'était possible si on s'y était pris à temps, il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans, on aurait pu apporter ces correctifs. Aujourd'hui, on est au-delà du point
qui permettrait d'apporter des correctifs tels. Alors que faire, effectivement? Ça veut dire qu'il faut modifier profondément, mais tu as raison de dire qu'on est schizophrène, je suis totalement d'accord avec toi. Et en même temps, on est dans des schémas mentaux qui sont relativement inexacts, c'est-à-dire que, par exemple, le monde qu'on appelle virtuel, enfin, Google et l'Internet consomment une énergie gigantesque. On oublie parfois de le prendre en compte. Je suis conscient que je dépense de l'énergie et que j'ai une dégradation carbone quand je prends l'avion ou mon automobile, mais par contre, quand je suis sur mon ordinateur, j'ai l'impression que je suis un pur esprit et que je suis en rien dépendant de l'énergie bien sûr que non, bien sûr que non. Les fermes, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les fermes informatiques, hein, c'est le nuage. Hein. Alors je faisais un cours cet après-midi à des élèves d'un lycée de Toulon, je leur disais, il n'y a pas de nuage. Hein. Le cloud, non, il n'y a pas de nuage. Le nuage, il est sur Terre. Ce sont des fermes avec des milliers d'ordinateurs qui consomment des quantités astronomiques d'énergie, et tout ce que vous mettez sur Facebook, c'est dans ces fermes-là, dans ces ordinateurs-là, et c'est pas le cloud, hein. Il n'y a pas de cloud. Hein. On vous raconte des salades en vous disant qu'il y a un cloud. Non, il est sur Terre, le nuage. Hein. Et on sait où il est dans des gigantesques fermes informatiques qui contiennent toutes les données des GAFA, des OATX en Chine, etc. Voilà. Donc voilà, on est dans ce monde-là un peu schizophrène, je te l'accorde complètement, mais le choix sera peut-être entre la schizophrénie et la mort, et à ce moment-là, il faudra peut-être mieux choisir de sortir de la schizophrénie. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui veut? Jean, prie. Oui, ce que je voudrais dire, moi je suis plutôt dans une position négative, peut-être par rapport à mon âge, avec tout le recul d'un vécu, de toutes des époques qui se sont succédées, qui étaient beaucoup plus apaisantes, même malgré les épisodes de guerre, de tout ce qui a été. Il n'y avait pas cette espèce d'épée de Damoclès, comme nous l'avons maintenant sur notre tête. Je pense que nous sommes en quelque sorte une forme de cancer. Je pense que l'homme est une forme de cancer pour la nature. Je pense qu'un jour la nature en aura marre. Je suis bien de votre avis. La nature un jour en aura marre et elle dira maintenant ça suffit. Ça suffit. On le voit dans le règne animal. Le règne animal, il est là, il continue sa vie tranquillement, sans apporter de dégradation majeure dans le cycle de la vie. Et nous ne savons que saccager. Nous ne savons que saccager. Tu viens de parler de ce problème de l'énergie. Regardez, on veut faire soi-disant des économies d'énergie et on se jette sur des ordinateurs depuis le matin jusqu'au soir, quand c'est pas encore toute la nuit, et c'est comme ça pour chaque individu, à peu près. Personnellement, je n'ai pas de portable parce que je mets les pieds contre le mur de toutes ces technicités qui me dépassent, qui m'écœurent en quelque sorte, parce qu'il y a un côté presque à vomir de toutes ces nouvelles technologies. Regardez où ça mène. En fin de compte, on s'aperçoit que ces GAFA exploitent toutes les données qu'ils reçoivent pour en tirer parti, économiquement parlant. Vous n'êtes plus du tout protégé. Vous devenez la proie d'on ne sait qui, d'on ne sait quoi. Bien sûr, c'est imaginaire. Il n'y a personne derrière pour le moment. Mais comme tu le dis très bien, ça n'est pas un nuage. Il y a forcément quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est négatif. Ça ne peut être que négatif pour l'humanité, tout cela. Alors, nous allons où? Pour moi, je pense que nous allons dans le mur. Et nous ne faisons que régresser plutôt que d'avancer. Par rapport à des époques que nous avons connues, où nous avions quand même des réflexions, où nous avions quand même des pensées, comment dirais-je, même pas forcément philosophiques, mais un petit peu intelligentes. Maintenant, qu'est-ce que font les gens? Mais observez autour de vous. Vous êtes dans un restaurant quelque part, tout le monde a le portable à la main, même un couple face à face, s'amuse avec son portable, ne discute même plus. Ne discute même plus. Toute cette comment dirais-je, ce contact humain est totalement perturbé. Le soir, qu'est-ce qui se passe? La famille se colle devant la télévision. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de discours, il n'y a plus d'élévation un petit peu intérieure. Tout cela est totalement inhibé par cette technologie. Alors, où est le bienfait pour l'homme dans tout ça?
il n'est que rabaissé. Il n'est que rabaissé. S'il n'a pas son outil de tête portable à la main, un être humain est perdu. Je veux dire sur le plan de la pensée, bien sûr, pas du tout sur l'objet lui-même, mais sur le plan de la pensée. Il ne pense qu'à travers ce qu'il reçoit sur son ordinateur, sur son téléphone portable, de ce que ces grandes GAFA lui envoient. Voilà comment il est conditionné maintenant. Et ça, c'est quelque chose de terrible, ne plus avoir sa propre réflexion, sa propre source de pensée, sa propre source d'échange entre êtres humains. C'est ça qui est absolument terrible. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est une fuite en arrière, tout ça. C'est une fuite en arrière. Il n'y a pas de doute, on est en train de reculer, sans parler de tous les désastres écologiques. Alors là, on n'en parle même pas, parce que les forêts entièrement détruites pour planter les palmiers à l'huile de palme, dont d'ailleurs tout l'Occident ne veut absolument pas, donc on se demande à qui cette huile de palme va servir, si ce n'est à détruire des hectares de forêt et à rendre des peuples encore plus malheureux. Enfin, tout est tellement invraisemblable qu'on se demande encore comment la nature n'a pas encore réagi. Mais je pense qu'elle réagira. J'en suis persuadé. Merci Jo de nous remonter le moral. Sabrina, est-ce que tu veux réagir un petit peu à tout ce qui vient d'être dit, qui va un peu dans ton sens, de façon plus radicale? Non, mais Jo, on est là pour exprimer chacun ce qu'on ressent et ce qu'on éprouve, et ce que tu dis est loin d'être irrationnel et insensé, hein, bien entendu. Sabrina, j'aimerais que tu réagisses. C'est un discours éminemment pessimiste, alors peut-être un petit peu trop globalisant malgré tout, mais je suis d'accord avec vous sur cette idée que nous ne vivons plus à côté d'un milieu naturel tout en utilisant des objets techniques. Ce sont au contraire les objets techniques qui constituent notre environnement, et il est vrai que notre présence au monde et notre présence à la société demeurent complètement médiatisées par la présence obsédante des objets. J'en avais parlé cet été, Bernard Stiegler nous explique que ces objets qui favorisent l'hypomnèse, donc une mémoire à court terme, provoquent des dépendances qui sont similaires à celles des drogues. Et le Congrès national des addictologues français a employé ce terme de drogue. Donc en plus, il y a le problème de l'addiction, lorsque vous disiez notamment que les jeunes étaient sur leur portable du matin au soir, etc. C'est vrai. C'est vrai. Après, je n'irai pas non plus à généraliser trop drastiquement. Je le vois notamment avec les jeunes que je suis. Il est vrai que certains entrent malheureusement dans le cliché que vous décrivez, mais d'un autre côté, il y a une réaction justement, il y a un réveil, il y a des prises de conscience. Vous avez par exemple les lycées qui passent à la transition écologique, notamment à Dumont-Durville. Dumont en transition, porté par la très belle initiative d'un collègue qui est maintenant à la retraite et qui s'appelle Robert Versini, avec des dizaines de professeurs et des centaines d'élèves qui participent aussi. C'est le cas à Bonaparte, c'est le cas au Parc Saint-Jean, et je crois qu'il serait presque injuste de condamner toute une génération, toute cette génération qu'on appelle la génération Z. J'ai l'impression qu'elle se divise vraiment en deux catégories. Ceux qui sont très contents et qui n'ont strictement aucune idée des enjeux et qui sont en mode no future sans même avoir la culture punk derrière, juste profiter des avantages d'un système qui au fond les rejette. Mais de l'autre côté, j'ai quand même rencontré, et je rencontre encore, des élèves qui sont très sensibles à l'environnement, très sensibles aux enjeux écologiques et qui honnêtement ne s'en laissent pas compter. Lorsque vous dites que l'homme n'est plus véritablement capable de penser par lui-même, je comprends ce que vous voulez dire, parce qu'il est vrai qu'encore une fois, on a ce support médiatique qui est là en permanence. Mais d'un autre côté, Internet favorise malgré tout une plus grande liberté de rechercher soi-même l'information. Alors certes, encore faut-il y être formé, encore faut-il savoir le faire et séparer, comme on dit, le bon grain de l'ivraie. Rien n'est moins sûr. Voilà. Mais pour celui qui veut, il y a moyen
de se renseigner et justement de s'ouvrir au monde, parfois même dans une perspective peut-être un peu plus subversive, un peu plus dissidente que si on suivait un grand média traditionnel classique. Après, je ne peux qu'être d'accord avec vous, mais je mettrai quand même un bémol parce que j'irai pas jusqu'à généraliser de manière formelle. On a quand même une prise de conscience et puis beaucoup d'initiatives, qu'elles soient collectives ou individuelles, qui, malgré tout, témoignent de cette prise de conscience. Comme je l'avais dit cet été, toutes ces tendances upcycling, do it yourself, etc., on est quand même nombreux à sentir que nous sommes, comme vous le disiez, comme vous le soulignez, au bord du gouffre, voire que nous avons déjà un pied et demi dans le vide, et à prendre des mesures. Alors peut-être que c'est un petit pas, mais malgré tout, je pense que ça compte. On n'est pas totalement face à une idiocratie. Vous avez encore une fois ceux qui... C'est peut-être un tout petit pas, si vous me le permettez, venant d'initiatives personnelles de droite et de gauche. Mais malheureusement, au sommet de tout cela, est-ce que la même conduite incite à justement être plus raisonnable? C'est ça le grand problème. Qu'il y ait des initiatives de droite et de gauche de la part des initiatives, je dirais, citoyennes, ça nous sommes d'accord. Ça, j'en conviens tout à fait. Et grâce au ciel, il y a les enfants qui, de ce côté-là, prennent une certaine forme de relève, même par rapport aux adultes. Ce sont souvent les enfants qui disent « Maman, fais attention, ne jette pas n'importe comment ». Ce sont souvent les enfants qui ont ce réflexe. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est le côté positif. Mais malheureusement, au sommet, c'est là qu'est une autre histoire. Parce qu'au sommet, il y a la finance, il y a les têtes pensantes, et là, le discours devient totalement différent. Totalement. Alors, pour aller un peu apporter un élément par rapport à ce que tu viens de dire, Jo, je parlais tout à l'heure de collapsologie. Oui. Si vous lisez le gros pavé, il faut le lire, hein, il fait 700 pages, mais de Diamond, hein, qui s'appelle L'effondrement. Il a analysé de façon historique l'effondrement de l'île de Pâques, de la société inca, voilà, et donc il a fouillé de façon remarquable des exemples très concrets et très réels de sociétés qui ont été rayées de la carte. Bon. Et qu'est-ce qu'il montre? Ça va tout à fait dans ta direction. Il montre que précisément, à chaque époque, dans toutes ces civilisations, les élites ont été aveugles, bien plus sans doute que les populations. On n'a plus trop de traces, évidemment, des populations. Mais s'il y a eu dans ces populations des gens totalement aveugles à ce qui est en train de se passer, ce sont toujours les élites. Hein. Il prend l'exemple de l'île de Pâques. On était en train de déboiser pour transporter les fameuses statues. Et il ne restait plus qu'une centaine d'arbres dans l'île de Pâques quand les chefs tribaux étaient encore en train de se lancer des défis pour construire des statues encore plus grandes. Et puis le jour où il n'y a plus eu aucun arbre, ben, ils ont été rayés de la carte, ces gens-là. Voilà. Donc je crois que c'est très juste ce que tu dis. Il faut opposer effectivement ce que tu appelais ces réactions citoyennes, qui sont nombreuses chez les jeunes en particulier. Moi je crois que Sabrina a raison. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans un discours d'opposition entre la génération Z et les autres, mais je crois qu'il y a chez les jeunes des choses très intéressantes qui se passent, y compris au niveau des nouvelles technologies. Il y a plus de jeunes qu'on croit qui vivent sans portable, par exemple. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent dont on n'est pas toujours informé. Mais effectivement, on retombe sur l'idée de tout à l'heure que ces réactions qui sont pour l'instant minoritaires malgré tout, est-ce que seront suffisantes? Je citais Heidegger. Dans la question de la technique, Heidegger cite un vers du grand poète allemand romantique Hölderlin: là où est le danger, là aussi croît, du verbe croître, ce qui sauve. Hein, le salut est au bord du gouffre. Bon, c'est optimiste, évidemment. Il ne faut pas s'approcher quand même trop près du gouffre. Suivant la formule célèbre d'un grand chef d'État africain, je vous ai mené jusqu'au bord du gouffre et maintenant nous allons faire un grand bond en avant. Donc il faut éviter le grand bond en avant au bord du gouffre, mais en même temps, je crois qu'il faut se demander jusqu'à quel point on peut côtoyer l'abîme et s'il n'est pas impératif. J'avais lu, moi, il y a une époque où je lisais beaucoup de science-fiction. Il faudrait que je le relise un jour, peut-être certains d'entre vous l'ont lu. J'avais lu un livre absolument fascinant qui s'appelait Le troupeau aveugle. Le troupeau aveugle décrivait une humanité en train de s'autodétruire en totale inconscience sans que personne s'en rende véritablement compte jusqu'à ce qu'on arrive au clash final. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ces rappels historiques qui nous montrent à quel point l'homme a du mal à comprendre ce qui lui arrive ou refuse carrément de comprendre ce qui lui arrive, et c'est particulièrement le cas effectivement des élites
dans les civilisations qui nous ont précédés, où l'aveuglement a été total, sans doute plus que dans le reste de la population, mais malheureusement on n'a pas de traces sur ce qui se passait dans le reste de la population. Et on a quand même 2000 ans de civilisation. Oui, Bernadette, qui est notre future intervenante, donc vous allez découvrir dès aujourd'hui sa charmante voix. Bon, là, je suis un peu confuse. Je veux juste faire 5 remarques, je vais essayer d'être assez brève. Je pense que le phénomène a commencé bien avant notre époque, en fait. Je n'ai pas tout à fait le même avis que la dame qui s'est exprimée tout à l'heure. Je pense que dès le début du XXe siècle, les guerres mondiales sont déjà un début dans le domaine. Quand on commence à ne pas respecter l'humain et à développer des politiques fascistes et d'autres phénomènes qu'on a pu voir, c'est déjà qu'on n'est pas en lien avec les autres, on n'est pas en lien avec la nature, on n'a pas de respect du vivant, enfin de mon point de vue. Et ensuite, on a vu le développement industriel. Dans les années 70, il y a beaucoup de gens qui étaient conscients que tout ce qui était en train de se passer allait sans doute nous conduire peu à peu vers le mur dont parlait la dame tout à l'heure. Ça, c'est ma première remarque. Ensuite, l'éveil des consciences. Oui, moi je suis d'accord avec Sabrina, mais pas seulement des jeunes. Je pensais aussi qu'il y a des gens que je considère comme des sages, qui sont des gens d'un certain âge, et qui sont tout à fait conscients de ce qui se passe, et qui ont tout au long de leur vie agi. Et au niveau des jeunes, c'est encore plus prenant, parce qu'effectivement, par l'éducation, par ce qui a pu se faire au niveau de l'enseignement, les jeunes ont été éduqués et commencent à réaliser ce qui se passe. Ensuite, en ce qui concerne la nature, elle a déjà réagi. Elle va peut-être réagir encore plus un jour, mais elle a déjà nettement réagi, même si beaucoup de personnes réfutent le réchauffement climatique. Je pense que nous, on est quand même conscients qu'il y a des phénomènes qui se passent, des cyclones, des choses comme ça qui ont lieu, qui sont beaucoup plus fréquents qu'avant. On voit aussi des mers qui ont été vidées. Si je pense par exemple à la mer d'Aral, on l'a complètement, elle n'existe plus. On est obligé de passer par d'autres systèmes pour amener à nouveau l'eau dans cette mer. Voilà. Ensuite, au niveau de ma génération, qui n'est pas très éloignée de celle de la dame qui a parlé tout à l'heure, et du monsieur aussi d'ailleurs, je pense qu'on a fait confiance aux politiques, on a fait confiance à l'élite, enfin à ceux qu'on considérait comme des élites. On n'a pas su, on a une faute, je dirais quelque part, on n'a pas su s'investir dans la citoyenneté, si ce n'est par les votes. On a fait les votations, les choses comme ça, mais on ne s'est pas investi. Et même les femmes, on ne les a pas vues agir, on n'agit pas. On est des personnes pendant des années et des années qui avons finalement été dans notre petit confort même si on savait que les choses n'étaient pas bonnes et qu'il fallait y aller, à part peut-être quelques manifestations de temps en temps, mais on n'a pas vraiment agi, poussé les politiques à prendre les décisions qu'il fallait. Voilà. Et ensuite, ma dernière remarque, c'est que je pense actuellement, ce n'est pas les petites décisions qui se prendront en France qui vont changer le chemin. Je pense que vraiment les décisions doivent être au niveau mondial, déjà européen et ensuite mondial. Parce que c'est pas parce qu'on aura dépensé un peu moins de gasoil ici qu'on va résoudre le problème de l'humanité et de ce qui est en train de se passer. Voilà. Par contre, après, est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste? Je dirais, compte tenu de ce qui se passe depuis des années, malgré les actions de nombreux gens, on n'a rien vu vraiment changer. Donc après, chacun se fait son idée. Merci Bernadette. Tu veux réagir sur la dimension de mondialisation qui a été peu évoquée finalement jusqu'à présent, peut-être, ce qui est important? Je vais te laisser la parole parce qu'on devait le co-animer, ce débat, et au final, je me suis beaucoup plus exprimée que toi. Oh, c'est adorable. Donc on va respecter la parité élève et vénérable sensei. Alors, c'est très bien. Oui, je crois que effectivement, c'est un facteur aggravant et un facteur de complexification, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les choses sont interconnectées, que la planète... Il y avait une très belle image dans les années 70, on voyait le globe terrestre bleu sur le fond du noir infini, et il y avait une formule, je l'ai oubliée en langue anglaise, qui disait nous n'en avons pas d'autre, on n'a pas de planète de rechange, c'est notre planète et il faut vraiment en prendre soin parce qu'on n'a pas de planète de rechange.
Même si Elon Musk veut nous faire aller sur Mars et pense qu'on aura un salut dans les étoiles. Mais c'est un transhumaniste et c'est pas par hasard. Donc je crois que oui, ça rend les choses effectivement difficiles. On est devant une sorte de saccage global et planétaire de la Terre, et que ça rend effectivement les réactions partielles un peu dérisoires, et les réactions politiques en même temps, au sens étroit et classique du terme. Donc on sent bien aujourd'hui qu'il y a deux éléments, si vous voulez. Il y a un élément, je dirais, de particularité, et il y a un élément de temporalité. Bon, l'élément de particularité, c'est qu'on a bien l'impression, on avait fait un café philo il y a 10 ou 12 ans là-dessus, sur la fin des nations, on l'a fait chez Jean-Michel aussi. Est-ce que la nation, au sens ancien du terme, est encore un cadre adapté à tout ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète? Peut-être pas. Hein, peut-être qu'effectivement c'est un cadre qu'il faut aujourd'hui aussi attacher qu'on soit au passé dépassé d'une certaine manière, parce qu'effectivement on a la certitude que toute décision prise dans un cadre national n'aura aucun impact sur le devenir de la planète. C'est au niveau planétaire qu'il faut prendre des décisions, et c'est extrêmement difficile. Donc il faut aller vers une sorte de gouvernement mondial, même si ça pose beaucoup d'autres problèmes par ailleurs. Ça c'est un problème, je dirais, d'échelle de décision, et puis ensuite un problème de temporalité qui met en cause au fond la question même de la démocratie. Il est certain que dans notre système démocratique, et on ne peut pas leur en vouloir, nos élus ne voient pas plus loin que la prochaine élection. Hein, ce qui résonne même pas en décennies, il résonne en années. Ce qui les intéresse, c'est ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans. Or, on sait très bien que les choses sont très très longues à transformer, et que les décisions qu'on prend, elles doivent être inscrites dans une échelle temporelle qui fonctionne en termes de décennies et peut-être même de siècles. Donc ça, c'est un vrai problème aussi. Hein. Le rapport entre la démocratie et l'écologie, le problème entre le système qui a fonctionné, auquel on est tous très attachés, qui s'appelle la démocratie, et puis un cadre qui est peut-être inadapté aujourd'hui aux grandes décisions. Et puis un troisième élément, c'est peut-être la compétence, c'est-à-dire que devant ces problèmes hyper techniques, est-ce que nos politiques sont suffisamment informés et compétents pour prendre en notre nom des décisions? Peut-être que le peuple est encore moins que nos représentants. Donc qui est apte à prendre de telles décisions? Peut-être qu'il faut à nouveau revenir à cette vieille idée d'un gouvernement des savants, des hommes très compétents, qui auraient une vision suffisamment large et suffisamment étayée et argumentée pour éviter les catastrophes et prendre des décisions. Voilà, donc on est dans cette phase, hein, Jean-Michel l'a décrit à sa manière tout à l'heure aussi, un peu schizophrénique, un peu perturbante, où on se rend bien compte que nos anciens systèmes de fonctionnement sont désuets, sont inadaptés à l'urgence de la situation, et où en même temps on est dans l'incapacité, pour l'instant en tout cas, de trouver des modes de remplacement, aussi bien sur le plan économique que politique, décisionnel, etc. Voilà. Donc oui, Jean-Michel, je reviens vers toi, mais il va nous donner la solution, Jean-Michel, j'en suis sûr. Je vais être un nouveau prophète. Non, je veux quand même être optimiste malgré tout. Bon, déjà, c'était mon métier d'être optimiste, sinon je n'aurais rien fait. Et j'ai quand même travaillé suffisamment en relation avec les ministères pour dire attention à ne pas schématiser. Il y a les méchants d'un côté qui sont les élites, avec les financiers qui sont complices, qui les achètent, les méchants industriels qui pensent qu'à leur intérêt. C'est trop facile de dire ça. En fait, tous les changements, ce ne sera pas la médiocratie qui la fera, parce que les intérêts sont contradictoires et trop terre à terre, et encore plus que les politiques. C'est pour savoir ce qu'ils vont avoir à bouffer demain, pour se déplacer, comment ils vont faire. C'est pas eux qui vont pouvoir décider, ça va être trop contradictoire, on le voit bien, et on le verra certainement dans quelques mois à l'issue des débats qu'il y a actuellement un peu partout en France. Les financiers vont financer quelque chose qui est finançable et qui n'est pas... C'est votre argent, c'est l'argent que vous avez mis à la banque. Si votre banque se casse la gueule parce qu'elle a financé des projets qui n'étaient pas viables, ben vous avez tous pleuré parce que c'est votre compte en banque qui a été cassé à la NASA. Donc il ne faut pas cracher dessus, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Par contre, je vous rassure, les industriels, ils ne sont pas fous. Globalement, moi je vois, j'ai travaillé dans l'industrie chimique, les polymères entre autres, la peinture, etc. Et la papeterie aussi avant de notre carrière. Et j'étais représentant pour ma fédération auprès de mes dates à l'époque. Donc je vous discutais en une commission avec eux. Je vous rassure, quelque part, on a énormément progressé sur 30 ans. Moi je vois le recyclage, prenons un exemple.
C'est quelque chose dont on parlait très peu avant, c'est une industrie qui n'existait pas. Aujourd'hui, c'est une industrie qui crée des emplois. On sait recycler, à partir du moment où vous le mettez dans les poubelles, adapté à ça. Et on a quand même obtenu des évolutions, c'est des industriels qui ont poussé à ça. Et après, ils ont créé une société mixte avec l'État. 100% du papier, on sait recycler. Si vous acceptez de lire un journal qui n'est pas blanc, brillant, mais légèrement jauni, des plastiques, on sait aussi les recycler. On est capable de recycler pratiquement 100% de tous les types de polymères. On le fait déjà. Les emballages, vos emballages, au lieu d'avoir un bel emballage blanc, ils auront une couleur un peu jaune moutarde ou un peu beige taupe, vous voyez, un peu comme le sol. On va retrouver ces couleurs-là. Il faut l'accepter. C'est tellement normal, ça protège aussi bien. Oui, mais excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que c'est pas plutôt ce qui retarde la chute plutôt que de l'éviter finalement? Parce que d'un côté, on prend, on retire, on bouge des trous, donc finalement peut-être que la situation s'éternise et se prolonge, mais rien n'indique que finalement ça permette d'obérer la catastrophe imminente. Si le jour où on arrive à recycler 100% de nos matières, le problème c'est l'expansion démographique, où vous dites clairement, 6 milliards, il ne faut pas en avoir plus, donc on fait comme la Chine a essayé à un moment, on interdit plus d'une naissance par couple, puis à l'arrivée les gens n'arrivent plus à se marier, ils vont chercher dans d'autres pays, qui payent les retraites quand on a un système de protection, parce que dans certains pays ça marche très bien, que la solidarité familiale, qu'elle le permet, mais si vous n'avez pas de retraite payée, qu'il y a un actif et pour 3 retraités, à un moment ça ne marchera plus. Hein. Donc tout ça, il faut le prendre en compte, c'est effectivement très complexe. Par contre, plus on est nombreux, mais si on recycle tout ce qu'on produit, on tourne en rond. Je veux dire, on est capable. Alors, le problème c'est la nourriture. On fait peut-être des fermes industrielles pour nourrir, c'est peut-être pas très bon, mais en attendant, ça a permis de nourrir. Mais je reconnais que le problème existe depuis très longtemps. Hein. L'homme, je dirais même avant les grandes guerres mondiales qu'évoquait Madame, je crois que Néandertal a été battu par Sapiens, qu'il a éliminé, mais à l'époque, ce n'était pas un problème. Il y avait peut-être 50 000 sur l'ensemble de la Terre. C'était la nature qui était la plus puissante. Mais à quel moment on a basculé, qu'on n'a plus les moyens de vivre comme ça? Une grande métropole comme la métropole parisienne, avec sa banlieue, c'est peut-être 10-15 millions d'habitants, je ne sais pas exactement. On ne peut pas avoir chacun notre jardin, faire notre potager. Pierre Rabhi, il aimerait bien, certainement, mais on n'a pas la surface pour ça, on est trop nombreux. Donc, ou on supprime des gens, ou on trouve des moyens de recycler à 100% tout, y compris la nourriture, pour améliorer les rendements, quitte à manger des pesticides, mais malgré tout, l'augmentation de vie actuellement, elle est là, elle progresse. Donc, je ne dis pas que c'est idéal. Et pourtant, Jean-Michel, on veut les faire vivre jusqu'à 130 ans. Là, vous avez déjà parlé, laissons parler ceux qui n'ont pas encore exprimé. Merci d'avoir mis l'accent sur la démocratie. Il y a, au niveau du recyclage, avec la surpopulation, il y a un système qui a été inventé dans Soleil Vert qui est de transformer les vieillards en biscuits. Ça marche très bien. On n'y est pas encore, mais ça risque d'arriver. Oui, je suis d'accord sur la première partie de votre discours. Je ne doute pas que nos industriels soient vertueux. En tout cas, en Europe et dans les pays développés. La question, on l'a évoquée tout à l'heure, elle est à l'échelle mondiale. Que dire de la Chine, que dire du sous-continent indien et que dire de tous les pays en voie de développement? Je ne dirais rien de plus, la question elle est là. Ça me rassure. Mais je reste optimiste, parce qu'au pied du mur on trouvera des solutions, j'en suis certain. Au pied du danger croient ceux qui se voient. Mais vous avez tout à fait raison, il faut toujours revenir à cette aspect des choses et il faut arrêter effectivement de raisonner à une échelle un peu ridicule qui ne correspond plus à la réalité du monde. Et même coup, pas se flageller trop nous-mêmes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pas nous qui sommes les plus grands créateurs de pollution et de dégradation de la planète. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, loin de là, loin de moi cette idée, mais effectivement, même si nous devenions tout d'un coup très sages et très raisonnables, la planète continuerait à se dégrader à vitesse accélérée, parce qu'il y a effectivement des populations très nombreuses et qui, pour l'instant, ont d'autres préoccupations à tort ou à raison, que les préoccupations écologiques, qui sont celles de décoller économiquement, d'assurer un minimum de bien-être à leurs habitants, ce qui est tout à fait légitime. Effectivement, on est un peu en porte-à-faux, nous, c'est-à-dire qu'on voudrait interdire à des populations qui n'ont pas atteint le degré de développement industriel qui est le nôtre de s'arrêter, alors que nous-mêmes, nous avons largement contribué à la destruction de la planète. Ça, évidemment, on n'est pas trop pris au sérieux. Sur la Première Guerre mondiale, oui, je crois que Bernadette a dit quelque chose de très très juste tout à l'heure. Il y a des textes de Paul Valéry qui sont absolument merveilleux sur le sujet.
Paul Valéry a écrit des textes sublimes. Il disait, pour la première fois dans l'histoire des hommes, on a une science qui est au service de la destruction de milliers, de centaines de milliers, de millions d'individus. On pense à cette hécatombe qui a été la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre pose d'autres problèmes. Et le premier grand drame du rapport entre la science et la destruction, c'est la Première Guerre mondiale, effectivement, où des moyens technologiques permettent d'éliminer. Donc, Paul Valéry, je vous y renvoie, il a écrit des pages absolument sublimes sur le sujet. Et ça a été il y a eu deux grands chocs en fait au XXe siècle. Il y a eu l'hécatombe de la Première Guerre mondiale et il y a Hiroshima, je crois que tu en as parlé. Moi je disais souvent à mes étudiants, je pense que c'est la date la plus importante de l'histoire du XXe siècle. Parce que l'humanité entière comprend qu'elle peut disparaître. Certains le savaient déjà et l'avaient dit auparavant. Donc il y a trois dates au fond dans l'histoire de l'humanité sur ce plan-là. J'avais écrit un article sur ce sujet il y a très longtemps. Première date très importante, c'est l'individu qui comprend qu'il est mortel. Il ne le savait pas parce qu'il était inséré dans le groupe et que le groupe continuait à vivre. Donc c'est les premières sépultures. C'est une date considérable. C'est l'humanité qui bascule dans le symbolique, dans le religieux. C'est l'individu qui comprend qu'il est mortel. Mais c'est pas grave pour l'individu d'être mortel puisque le groupe, lui, est immortel. Et puis ensuite, deuxième découverte, eh bien non, le groupe, il est mortel. Nous autres civilisations savons que nous sommes mortels, Paul Valéry encore lui, ou Hegel un siècle avant. Bon, mais c'est pas grave. Si les civilisations disparaissent, l'humanité, elle, continuera. Et puis, troisième choc, eh bien non, l'humanité pourrait disparaître elle-même en sa totalité. Voilà, ça c'est les trois morts que nous avons découverts successivement, la mort individuelle, la mort du groupe, la mort de l'humanité. Et ce qui peut rendre optimiste, et je suis comme vous, moi je pense qu'il faut, c'est un devoir d'être optimiste. Il faut avoir un pessimisme de raison, un optimisme de volonté. C'est ce que disait Alain, que tu as cité, qui est un philosophe qu'il faut relire, qui est tout à fait passionnant. Donc je crois qu'il faut être optimiste, et on peut l'être, dans la mesure où on a des éléments qui nous montrent que nous sommes capables, effectivement, de réagir quand il le faut, d'inventer, d'être créateur. Et donc sur ce plan-là, moi je pense qu'il faut croire en l'avenir et y travailler et nous mettre tous ensemble au travail et favoriser ce travail de la pensée qui est absolument indispensable. Sans être forcément heideggerien, c'est en interrogeant notre rapport au monde que peut-être une nouvelle lumière se mettra à briller, qui éclairera autrement la nature et qui nous éclairera autrement. Moi je suis très sensible à cette idée heideggerienne. Sur ce plan, je suis resté très heideggerien depuis ma jeunesse philosophique, d'un homme fonctionnaire de la technique, d'un homme qui devient l'objet. C'est ça qui est très dangereux. Nous devenons les objets de la science et de la technique, et sur ce plan-là, il y a effectivement des inquiétudes, parce que c'est cela qui est dangereux. Si la technique est un dévoilement, on a envie de dire à Heidegger, ben c'est pas grave, c'est un nouveau dévoilement, il y a eu d'anciens dévoilements auparavant, il y en aura d'autres après. Non, mais ça pourrait être le dernier dévoilement, c'est-à-dire que si la technique est un dévoilement qui nous détruit en tant qu'être capable d'être sensible à la lumière qui éclaire le monde, ça sera le dernier dévoilement. Et ce sera un dévoilement qui nous détruira nous-mêmes en tant que berger de l'être, les jargons heideggerien. Moi, je reste très heideggerien sur ce plan-là, même si c'est plus la mode, tant pis pour la mode. Oui. Oui, je voulais revenir un peu à ce que vous disiez, justement sur l'homme fonctionnaire de la technique. Je ne crois pas qu'on doit attribuer à la technique quand même une sorte d'existence métaphysique, comme si c'était un être dont nous serions plus ou moins l'esclave, ou l'opérateur, comme dit Stigler dans un de ses livres. Je ne suis pas un grand amateur de Stigler, mais enfin, c'est un terme qu'il emploie. Je pense que le problème réside surtout dans l'usage que nous faisons de la technique. Donc c'est un problème plutôt, à mon sens, économique plutôt que technique. Parce que depuis la révolution industrielle, à quoi utilisons-nous la technique ou les innovations industrielles, c'est-à-dire à produire plus avec moins, c'est-à-dire c'est une question de productivité. Donc nous cherchons en fait, les opérateurs justement de cette révolution industrielle, ils cherchent le profit en produisant moins cher, pour dire simplement. Donc, ils veulent accumuler la richesse en diminuant en fait la richesse de ce qu'ils produisent. C'est-à-dire que, essentiellement, la dynamique du progrès industriel est déflatoire. C'est-à-dire qu'il diminue la richesse de ce qu'on produit. C'est-à-dire que la chose qui est produite, qui vaut moins cher, en fait, elle permet de moins acquérir.
Donc ça, c'est quand même important à dire, parce que tant que cette, disons, cette manière de procéder est limitée, vous pouvez vous enrichir. Donc, par exemple, dans la première révolution industrielle du textile, qui pendant 50 ans a fait chuter sans arrêt le prix des tissus, du filet ou du fil. Donc, ça permettait de s'enrichir. Les industriels qui se lançaient là-dedans, comme ils produisaient moins cher, ils ruinaient l'artisanat, mais ils pouvaient s'enrichir. Mais quand ce principe, il intéresse toute l'activité humaine, comme c'est le cas maintenant, avec l'informatique, qui est le dernier secteur qui a été soumis à l'impératif de la productivité. Moi, quand j'étais jeune, je devais aller chercher une information, il fallait que j'aille à la bibliothèque. Maintenant, on tape sur Wikipédia, on va c'est tout de suite. Donc voilà. Maintenant, on est dans un système économique où tout fonctionne de la même façon. Chacun, tous les industriels, cherchent la productivité et veulent s'enrichir. Donc ils ont un comportement déflatoire, mais ils ne savent plus s'enrichir parce que tout le monde fait la même chose. On est donc dans une compétitivité exacerbée dans laquelle on cherche à maintenir le profit, d'ailleurs en délocalisant, c'est-à-dire en produisant dans des pays où c'est moins cher de produire, où les salaires sont moins... on a vu ça ces 30 dernières années. Donc, ce système, en fait, est entaché d'une contradiction fondamentale qu'il a mis, en fait, depuis sa naissance. On a, pendant la Révolution, ces 2 derniers siècles, on a toujours... Pas besoin d'électricité. Je vais parler plus fort, soyez La carence de la technique. Voilà. La nature se mange. La technique se mange. Ça, alors, vous m'entendez là? Oui, on m'entend. C'est-à-dire le dernier siècle. Donc ce dernier siècle, on a toujours connu des déflations. La dernière, la très grande déflation, c'était celle des années 30. Et nous, donc, pour éviter cette déflation, ces 30 dernières années, qu'est-ce qu'on a fait? Même avant, on a créé donc des besoins artificiels par la publicité, par toute la psychologie de masse, toutes les ressources de la science psychologique, les mimétismes sociaux. On a créé donc des besoins. On a incité les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. On a créé donc des besoins. Mais il y a pire que ça. Ces 20-30 dernières années, pour éviter la déflation, on a créé de plus en plus de signes monétaires. C'est-à-dire, on a poussé les États, les nations, les particuliers, les entreprises à l'endettement. Donc, la dernière estimation du FMI, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un endettement mondial de 250 000 milliards de dollars. Voilà. Des considérations un peu complexes et je vous ferai un café philo sur le sujet parce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient parler. Je ne peux pas vous laisser parler pendant 20 minutes. C'est contraire à nos principes de fonctionnement. Donc voilà, si vous voulez dire un mot pour conclure votre propos, qui est très intéressant, par exemple. Oui, voilà donc ce qui, pour conclure en quelques mots, c'est-à-dire que l'évolution prochaine à prévoir, ce n'est pas un emballement continu indéfiniment de progrès technique, mais c'est un véritable effondrement du système à cause des contradictions sur lesquelles il est construit. Donc cela, évidemment, ça changera un peu la donne dans les années à venir, à mon sens. Voilà. Merci. Moi, je crois que vous avez mis le doigt sur quelque chose de tout à fait important, qui est effectivement cette contradiction qui est liée à une sorte de contradiction majeure au cœur même du système, qui n'est pas toujours mise en valeur, parce qu'on a eu d'autres approches du monde économique, mais cet aspect lié à la production et à l'abaissement de valeur, finalement, de tout ce que nous produisons, avec une contradiction entre le désir de richesse et l'appauvrissement des objets que nous avons entre les mains. Alors, le système des objets, c'est ce qu'avait écrit Baudrillard il y a une trentaine d'années. Voilà. Nous avons des objets, effectivement, dont la valeur baisse nécessairement, ce qui permet une consommation de masse, mais en même temps,
c'est en contradiction. D'ailleurs, moi je disais à mes étudiants, vous savez qu'on a un ministre qui était célèbre, qui s'appelait Guizot, qui avait donné sous la Troisième République un mot d'ordre aux Français, enrichissez-vous. Enrichissez-vous, c'est exactement un discours contradictoire, parce que si on s'enrichit tous, il n'y a plus personne qui est riche. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un double bind dans la théorie de la communication des années 60. C'est pas une formule universalisable. Descartes a fait une belle différence entre les valeurs universalisables. Si je deviens savant, je rends pas les autres plus ignorants. Si je deviens moralement parfait, je rends pas les autres sauvages. Mais si je suis riche, je rends quelqu'un pauvre, puisque la richesse est simplement un différentiel entre des patrimoines différents. Donc là, il y a effectivement une contradiction majeure au sein même de la façon dont nous produisons, dont nous échangeons, qui est tout à fait important. Bon, Sabrina, peut-être que tu veux nous dire le dernier mot de cette soirée, sauf si quelqu'un a encore une remarque impérative à faire, parce que l'heure a tourné. Ensuite, on ne peut pas rester exagérément longtemps à l'auberge provençale qui nous gâte. Si vous voulez rester plus longtemps, il faut participer à nos repas qui sont très sympathiques. Donc oui, Georges Abel, viens Georges, viens prendre le micro là, à condition que tu sois bref. Hein. Alors moi, plus bref que moi, et moi je voudrais ramener un petit peu à la philosophie de Conche, Marcel Conche. Marcel Conche, on parlait tout à l'heure des réactions individuelles. Voilà un homme qui a la même voiture depuis 25 ans, qui n'a pas de lave-vaisselle, qui n'a pas de machine à laver, voilà, qui essaye de lutter à sa petite manière. Hein. Un sage en Corrèze, je vous renvoie sur votre livre. Ah, ça remarche? Ça ne va pas remarcher longtemps, parce que ça s'est arrêté déjà. Vas-y, Georges Abel, vas-y. Moi, je vais être très très court, parce que j'ai pris conscience à la lecture de Marcel Conche, qui ont pris un sens incroyable dans ma tête. Je ne sais pas si ça vous intéresse ce qu'il y a dans ma tête, mais peut-être. Non, mais dans celle de Marcel Conche, oui. Marcel Conche, oui. Marcel Conche a dit la nature, les animaux et la nature font un. Et l'homme et la nature font deux. Et ça a pris... Et ça a pris tout un sens dans ma tête, parce que effectivement, la nature, les animaux font un, et l'homme et la nature n'ont jamais fait un, ils ont toujours fait deux. Et pourquoi ils ne commenceraient pas à composer avec la nature, puisque de toute façon, par essence, l'homme et la nature font deux. Marcel Conche a même été beaucoup plus pessimiste qu'a été mon épouse. Il a dit, et la nature aura le bon goût de nous faire disparaître. De faire disparaître l'humanité. Moi, je pense que si l'homme prend conscience qu'il ne fait pas un avec la nature, mais deux, il faut qu'il négocie, il faut qu'il transige, il faut absolument prendre conscience qu'on ne peut plus faire sans contre la nature, parce que la nature va gagner. Voilà, moi, j'ai terminé. En ce qui concerne les ordinateurs, j'étais bien obligé, puisque ma femme ne veut pas avoir le portable, je suis bien obligé d'en avoir un. Les ordinateurs aussi, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Et moi, je dis une chose, c'est que Internet, c'est beaucoup de connaissances et pas beaucoup d'idées. Voilà, beaucoup de connaissances, pas beaucoup d'idées. Et voilà, j'ai encore eu l'autre fois une discussion avec mon petit-fils qui disait « Oui, mais tout est gratuit, les jeux gratuits, les jeux aussi. Ouais, » quand quelque chose est gratuit, pour toi, c'est que toi, tu es le produit. Merci de cette belle formule souvent citée. Effectivement, si c'est gratuit, c'est parce que c'est vous qui êtes le produit. Ça, c'est tout à fait exact. Bien, donc merci d'avoir rappelé l'existence de cet adorable philosophe qui s'appelle Marcel Conche, qui aura 97 ans cette année et qui écrit encore des livres avec lesquels j'ai plaisir à m'entretenir tous les 2 mois. Je n'ose pas le déranger exagérément, mais j'ai un grand bonheur à m'entendre. Donc c'est un très très grand monsieur et le lire est tout à fait stimulant. Et en même temps, c'est vrai qu'il a cette sagesse qui consiste à penser qu'après tout, dans l'univers infini, si un jour l'humanité disparaît, personne s'en apercevra. Nietzsche a écrit un très beau texte aussi de jeunesse. C'est les premières lignes de Vérité et mensonge en un sens extramoral que je vous recommande. C'est extraordinaire, c'est 10 lignes.
Il dit quelque part dans l'univers infini, il y a une étoile autour de laquelle des animaux intelligents inventèrent la connaissance. Mais cela ne dura qu'une minute, la planète se congela et les créatures intelligentes disparurent. Voilà, c'est 10 lignes de Nietzsche qui sont une sorte de petits récits de science-fiction écrits en 1873 qui sont véritablement un bijou, comme est un bijou l'ensemble de ce texte, Vérité et mensonge, qui est un chef-d'œuvre absolu pour moi, un des plus beaux textes de Nietzsche. Sabrina, on va te laisser nous dire quelques mots de conclusion quand même. Hein. Bien écoutez, je vais être très brève. Véritablement, beaucoup de choses ont été développées ce soir, avec des interventions pertinentes. Et je crois que même si, comme le montrait Habermas, malheureusement, nous ne sommes peut-être pas à la source de la décision, il est malgré tout important de se positionner, même si, comme vous l'avez souligné, ce sont les élites qui prennent les décisions et que les élites risquent de nous mener à notre perte et à la leur. Il est quand même important, je pense, de se positionner, au moins parce que c'est, comment vous dire, parce qu'il est moral, je pense, de se positionner. C'est notre devoir. Il est, voilà, exactement, il est de notre devoir de nous positionner, mais effectivement, peut-on réellement être optimiste? Il faut l'être, voilà, comme l'a dit Alain, il faut l'être, nous devons l'être. Ça aussi, c'est peut-être une question de morale. Nous avons le devoir de rester optimistes malgré tout. Mais je terminerai en citant Protagoras, qui n'a rien à voir, qui est un sophiste, Protagoras d'Abdère. Et si l'homme est la mesure de toutes choses, des choses qui sont en tant qu'elles sont et des choses qui ne sont pas en tant qu'elles ne sont pas, encore une fois, il est de notre devoir de nous contempler, de réfléchir à l'avenir et de prendre les décisions que nous jugeons comme étant les plus pertinentes pour la sauvegarde de notre intégrité morale, intellectuelle et physique. Voilà, encore une fois, je vous remercie. Merci Sabrina. Alors pour ceux qui ont envie de se faire mal à la tête ce week-end, vous avez ces petits textes de Heidegger qui sont à votre disposition. Un grand merci et rendez-vous le mois prochain autour du bien-être avec notre amie Bernadette Delorme.